bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler, c'est un cours qui est encore assez fondamental dans le contenu, et on va parler beaucoup de transport ionique. Donc la semaine dernière, finalement, c'était beaucoup les propriétés statiques, on va dire, les propriétés thermodynamiques. Et là, on va parler plutôt de transport. Alors c'est un titre assez long, parce qu'en fait, c'est un certain nombre de sujets sur lesquels on a travaillé assez récemment, et qui ont conduit à énormément de résultats assez étonnants. Donc là, je vais vous parler essentiellement de transport avancé, c'est-à-dire transport des ions. Ce que je dis par avancé, c'est-à-dire qu'il y a des propriétés non évidentes qui émergent. Et la base, c'est toutes les expériences que j'ai décrites la semaine dernière, enfin, ou même les semaines précédentes, dans les différents canaux qui nous ont intéressés. C'est-à-dire ce que j'appelle 0D, c'est des pores percés dans des membranes, par exemple de graphène, de MOS2, etc., des systèmes de nanotubes ou des structures de Van der Waals, et on va beaucoup parler de systèmes 2D ici. Et dans ce domaine de nanophysique, donc il y a énormément de résultats qui ont émergé dans les dernières années, et essentiellement, ce qu'on est en train de faire, c'est, dans ces expériences, la plupart du temps, c'est qu'on impose par exemple un voltage et on mesure un courant électrique. Et où on impose une pression, on mesure une perméabilité. Et donc ça, c'est représenté de façon un peu formelle par cette matrice qu'on appelle la matrice de transport, qui redit quel est le flux d'eau, quel est le flux de sel, la quantité de sel par exemple, ou de soluté, tout ce que vous voulez, le courant électrique ou courant ionique, qui apparaît lorsqu'on applique une différence de pression, une différence de salinité, donc une différence de potentiel chimique, ou un voltage différent de part et d'autre du canal. Et ce qu'on connaît en général, c'est la diagonale de cette matrice, c'est-à-dire la perméabilité, le flux d'eau sous la gradient de pression, la conductance, et le courant électrique sous la différence de voltage, ou la diffusion de Fick, le flux de sel, par exemple, en fonction de la différence de salinité. Mais en fait, c'est une matrice qui est beaucoup plus large, et il y a des effets croisés, qui ont tout un tas de propriétés. On va en discuter un certain nombre ici. Et je mentionne juste, en fait, cette matrice, un point clé, c'est qu'elle est symétrique. C'est-à-dire, ça, c'est des coefficients. Et ces coefficients, le coefficient là est égal à ce coefficient là. Donc, par exemple, ça induit des choses pas vraiment évidentes. C'est-à-dire que, par exemple, le flux d'eau sous un champ électrique, qui est caractérisé par l'électrosmose, c'est la même chose que le courant ionique sous un gradient de pression. C'est ce qu'on appelle le courant d'écoulement. C'est le même coefficient là et là. Donc ça a été montré par Onsager. On va beaucoup parler d'Onsager aujourd'hui. C'est un des résultats extrêmement importants. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est que cette symétrie de la matrice de transport, en fait, elle prend son origine dans une symétrie du renversement temporel, ce qui est quand même un résultat. Donc c'est vraiment la mécanique moléculaire qui implique ça. Donc voilà, ça en gros, c'est un peu l'ouvrage de base de Groth et Mazur. C'est pas vraiment un ouvrage de coin de table, mais c'est un petit peu lourd. Mais il contient vraiment toute cette physique-là qui est vraiment extrêmement belle. Et donc là, par exemple, des exemples, ça c'est des expériences qu'on a menées au laboratoire, donc c'était pendant la thèse d'Alice Marcotte. Pour donner un exemple, là c'est courant versus voltage, on mesure le courant en fonction du voltage. Là on a une belle pente linéaire, ça donne la pente, c'est la conductivité. Voilà. Et par contre, si on veut mesurer les systèmes croisés, par exemple ici, ce qu'avait mesuré Alice, c'est le courant électrique, ionique, sous une différence de pression en fait, des deux côtés. Donc là encore, le courant est linéaire en pression, en différence de pression, et ce coefficient-là, c'est ce coefficient ici de la matrice, et qui est le même que ce coefficient de l'autre côté. Et ça, par exemple, c'est ce courant d'écoulement, c'est souvent quantifié de façon macroscopique par ce qu'on appelle le potentiel zeta. Je ne vais pas rentrer du tout là-dedans. Mais par exemple, ça, c'était un des résultats assez amusants de ces expériences-là, c'est que ce potentiel zeta était absolument gigantesque dans les nanotubes de 2 nanomètres. Et ça, c'est clairement un effet du glissement hydrodynamique dont je vous ai parlé précédemment. Mais ça, je ne vais pas rentrer forcément dans le cœur de ça, mais c'est typiquement le genre d'effets complètement anormaux qu'on observe dans ces systèmes-là. Alors, par exemple, un autre exemple, c'est le travail réalisé par Geoffrey Monet. Ça, c'est des simulations. Pour vous donner le pendant, là, j'ai montré des expériences. Là, c'est le pendant simulation, où Geoffrey a regardé ces différents transports à travers d'une membrane
c'est une modélisation d'une membrane qui a été développée par des collègues en Allemagne. Ça s'appelle une membrane CNM, c'est Carbon Nanoporous Membrane. Et ça, c'est une membrane assez intéressante parce qu'elle est fabriquée à base de self-assembled monolayers qui sont gelés donc à base de carbone et gelés entre guillemets avec une structure amorphe sous un faisceau d'électrons. Et ça fait des membranes macroscopiques qui ont des propriétés de transport assez remarquables. Donc ils ont fait une série d'articles là-dessus. Donc on travaille beaucoup avec eux dans le cadre d'un projet européen sur essayer de comprendre ces propriétés-là. Et voilà, ça je donne un exemple, je ne vais surtout pas détailler l'ensemble, mais ça c'est typiquement, dans ce cas de ce travail avec Geoffrey, c'était de comprendre comment on pouvait mesurer tous ces coefficients en fonction de la taille des pores et comparer ça aux expériences, etc. Donc tout ça c'est très bien, mais en fait quand on regarde ce qui se passe dans la nature, c'est infiniment plus compliqué. Dans le sens que là, je vous ai dit que voilà, je regarde le transport linéaire, c'est-à-dire que j'appose des forces thermodynamiques et je mesure les flux associés. Mais en pratique, la nature elle est faite de systèmes qui ont des réactions aux ions bien plus compliquées. Donc là, je montre quelques exemples. Un exemple que j'adore, c'est la proton-turbine qui sert à bouger les flagelles de certaines bactéries. C'est vraiment le plus petit moteur que vous puissiez imaginer qui marche sous un gradient de protons, en fait, donc un gradient de pH. Les pompes ioniques, j'en ai parlé, donc le fonctionnement d'une pompe ionique, c'est vraiment de transformer l'ATP en mouvement d'ions contre leur gradient. Ça, c'est clairement un transport très loin de l'équilibre. Donc, et les canaux mécanosensibles. Donc tout ça, c'est un petit peu l'objectif sous-jacent de tout ce que je vais essayer de raconter aujourd'hui, c'est comment on peut essayer tout doucement de construire des effets, enfin essayer de réfléchir à des effets de transport ionique qui nous amènent tout doucement vers des fonctions plus avancées comme ça, donc des pompes, des systèmes mécanosensibles, etc., etc. Et ça fait un moment qu'on y réfléchit, et c'était l'objet de tout un projet européen pendant les 5 dernières années, en fait. Et on y réfléchit toujours actuellement. Donc là, en gros, c'est aller vers le transport linéaire, donc non linéaire. Donc, il y a transport linéaire, non linéaire, il y a beaucoup de choses qui ont émergé dans les dernières années du point de vue expérimental. Je montre juste 3 résultats parmi toute une flopée, et je ne vais sûrement pas faire un catalogue, parce que ça nous emmènerait trop loin. Mais une nouvelle fois, comme vous voyez, j'aime toujours rappeler que c'est quand même un domaine qui est essentiellement à la base expérimentale et sur lequel qui nous permet d'aller pousser plus loin au niveau théorique. Donc, les effets de diodes, en fait, il se trouve que dans les systèmes ioniques, on peut créer des diodes. Comme on a des jonctions PN en électronique qui rectifient le courant, on peut faire la même chose avec les ions. Et ça, j'y reviendrai notamment dans les cours 7 et 8, parce que je vous montrerai comment on peut faire des applications, notamment pour le dessalement, à partir de ces effets de type diode. Un effet qui est... Donc ça, c'est des articles, vous voyez, très récents, 2022, 2020. Un effet qui est apparu très récemment, c'est donc un groupe américain qui a montré qu'à travers des tout petits nanotubes de quelques nanomètres de longueur, ce qu'on appelle nanotubes porins, des pores subnanométriques, ils ont montré que la relation entre le coefficient de diffusion des ions à travers ces pores et la mobilité sous champ électrique, ça c'est ce qu'on appelle usuellement la relation de Nernst-Einstein. C'est-à-dire que le coefficient de diffusion, normalement, est égal à la mobilité fois kT. C'est ce qu'on appelle la relation de fluctuation-dissipation. C'est un théorème, en fait. En fait, dans ces expériences, les mesures montrent que la mobilité, que cette relation de Nernst-Einstein se casse la figure complètement. Et alors ça, c'est extrêmement étonnant, et par des ordres de grandeur. Vous voyez, ça, c'est dans les porines versus d'autres systèmes. Donc la mobilité est infiniment plus grande que le coefficient de diffusion. Et donc ça, c'est un effet qui au final est une vraie non-linéarité. Et l'origine de cet effet que je ne vais pas discuter ici, c'est un effet assez amusant qu'ils ont pu retrouver dans les simulations numériques, mais qui permet d'expliquer des expériences. L'effet, c'est un effet hyperloop, un peu comme vous voyez le système hyperloop là, de Elon Musk. C'est-à-dire que vous avez des petites capsules et à l'intérieur des voyageurs qui voyagent dans un tube. En gros, ici, les ions sont entourés d'une petite capsule de molécules d'eau, et au lieu d'avoir un flux continu d'eau, on a des petites capsules qui se déplacent très rapidement. Donc en fait, ces capsules d'eau, leur création est clairement un effet non linéaire, c'est un effet qui apparaît sous champ, mais qui à la fin conduit à ces relations extrêmement non standards. Bon, je ne vais pas du tout discuter ça c'est des résultats justement de Alice Marcotte,
où on montrait des effets mécanosensibles dans les nanotubes, et ça c'est un effet du glissement. Mais je ne vais pas forcément discuter beaucoup plus de ça, parce que je voudrais, dans ce cours, parler plus spécifiquement d'un phénomène qui est le phénomène d'appariement de charge. Et je vais parler de ce phénomène parce que c'est un phénomène assez subtil, parce que ça est lié à la corrélation ionique, comme vous allez voir, et qui a des conséquences extrêmement importantes et mesurables, et on les a mesurées. Et donc c'est ça que je voudrais décrire aujourd'hui. Donc je vais d'abord discuter de l'appariement à 3 dimensions, disons. Donc là, ce qui m'intéresse ici, c'est des ions en solution. Donc par exemple, vous mettez du sel dans un verre d'eau dans votre cuisine, le sel se dissout complètement et vous avez les ions sodium et chlore du sel qui se dispersent complètement. Et sauf que il se trouve que normalement le sel, l'ion plus, évidemment, est extrêmement attiré par l'ion moins, donc ça peut faire des paires. Donc théoriquement, on pourrait imaginer que la structure dans la solution, c'est des ions individuels, et de temps en temps, une paire comme ça. Donc la question, c'est combien de paires il y a, et quelles sont les conséquences de cet appariement. Et pour savoir combien de paires il y a, il faut faire en fait un bilan, en gros, entropie versus énergie. Et l'énergie, en fait, c'est l'énergie d'interaction entre deux ions, par exemple E2 sur 4pi epsilon fois une distance. Et là, la distance, ici, dans une paire, c'est typiquement le diamètre des ions. Et ça, c'est versus kBt. Donc, si kT est plus grand que cette quantité-là, à ce moment-là, je vais le renoter comme ça, puis je vais le noter différemment. À ce moment-là, c'est dissocié. C'est-à-dire que finalement, il y a très peu dans dans la solution ionique, il y a très peu de paires. Si par contre, kT est inférieur à E2 sur 4pi epsilon A, c'est apparié. C'est-à-dire qu'il y a des paires. Et donc, déjà, on voit qu'on peut définir ici une température qui est le rapport des deux, une sorte de température apparente et température effective, E2 sur 4pi epsilon A. Et ça, si on retrouve, donc ça fait A divisé par une longueur, et cette longueur, c'est justement la longueur de Bjerrum que j'avais introduite dans les cours précédents, qui caractérise la taille moléculaire électrostatique. Donc en fait, il y a deux cas. Si T star est plus grand que 1, à ce moment-là, la température est importante, c'est dissocié. Ça, c'est ce qu'on appelle un électrolyte fort. C'est NaCl. Et si T star est inférieur à 1, c'est un électrolyte faible. Donc, alors électrolyte faible, il y a différentes formules, je vous montrerai quelques résultats après pour différents électrolytes. Donc en tout cas, NaCl dans l'eau, c'est un électrolyte fort. Tout se dissocie, quasiment. Après, si on veut faire ça plus précisément, il faut regarder un petit peu plus les équilibres chimiques. Et ça, c'est une très vieille théorie, c'était décrit par Bjerrum au début du XXe, donc c'est vraiment une description ancienne. Et l'idée, c'est de dire que deux ions, par exemple Na plus Cl-, peuvent créer une paire, et dans un sens et dans l'autre. Et de considérer finalement les paires comme une espèce à part entière, au même titre qu'il y a un certain nombre d'ions plus, un certain nombre d'ions moins, et un certain nombre de paires ici. Et ce qu'on va écrire dans un équilibre chimique, c'est que le potentiel chimique des paires, c'est la somme des potentiels chimiques, c'est 2 fois mu+, parce que les ions plus et moins sont égaux ici, c'est dans le volume, il n'y a pas de charge, quoi que ce soit. Et donc on écrit ça comme un équilibre, mais en fait, il faut se rendre compte qu'à la base, c'est une vision qui est, vous allez voir, qui permet de faire pas mal de prédictions.
mais qui, à la fin, c'est vraiment le phénomène de corrélation ionique. C'est plutôt que les ions se baladent dans tout l'espace, et puis de temps en temps, il y a peut-être des configurations plus ou moins marquées où les deux ions sont proches l'un de l'autre, et ça, c'est une paire de type Bierut. Donc c'est vraiment des effets de corrélation ionique, simplement c'est une approche ad hoc pour traiter ces effets de corrélation ionique. Alors, comment on traite ça? Si, dans le cas général, il faudrait écrire la fonction de corrélation, la fonction de partition. Donc, c'est-à-dire le nombre d'ions plus, le nombre d'ions moins, le nombre de paires, la constante de Planck, et une énorme intégrale sur les degrés de liberté des ions plus, les degrés de liberté des ions moins, les degrés de liberté des paires, et d'un Hamiltonien qui est l'interaction de tout ça. Donc, de façon générale, c'est ça qu'on veut calculer. Alors, dans ce que j'ai appelé les d gamma, là, c'est les positions et les quantités de mouvement de chacune des espèces. Et l'hamiltonien, c'est la somme sur toutes les espèces des quantités de mouvement et le potentiel d'interaction. Et ici, potentiel d'interaction, essentiellement, ça va être un potentiel coulombien qui dépend de tous les degrés de liberté, donc je ne vais pas le renoter là. Alors, ça, c'est la façon formelle de l'écrire, mais en pratique, si je calcule l'énergie libre, je vais avoir, on peut identifier un certain nombre de termes. Il y a les termes de gaz parfait, log ρ plus lambda cube. Donc je vais introduire la longueur de Broglie. Et ρ plus moins, c'est les densités volumiques. Donc il y a les termes de gaz parfait avec le kT. Lambda cube. La même chose pour les paires. Nombre de paires lambda cube. Et il y a les termes d'interaction. Donc le terme d'interaction, j'y reviendrai après parce qu'on va le calculer mais d'une façon différente. Et ce qui reste, c'est ce qui se passe pour les paires en interne. Et donc ça, pour les paires en interne, la fonction de partition, on suppose que les paires ne se voient pas les unes les autres, parce qu'on se passe dans ce régime dilué, admettons. Donc la fonction de paires, en tout cas la partie hamiltonienne, ça va être justement la distance entre deux atomes qui forment une paire, du potentiel d'interaction R12 en potentiel d'interaction R12 sur kT, et ça à la puissance du nombre de paires, et on va diviser par lambda cube, parce que c'est ça la normalisation. Donc en fait, ici, dans ce terme, il y a un terme en plus qui est ce terme ici, qui est l'énergie interne, c'est-à-dire les niveaux de vibration interne. Et ça, on va l'appeler zeta2 puissance NP. Je vais enlever le lambda cube et puis je le remets ici, en fait. Zan2 sur lambda cube. Donc ce zeta2, c'est une fonction, c'est un truc interne. En fait, ça jouera peu de rôle, mais c'est juste pour l'écrire ici. Alors, bon, il y a des parties anthropiques, des parties électrostatiques qu'on va discuter, et la partie de paires. Mais ici, à ce stade, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'écrire l'équilibre chimique. Et donc, je vais écrire que le potentiel chimique des paires, c'est 2 fois le potentiel chimique des ions. Et le potentiel chimique, c'est la dérivée de l'énergie libre par rapport à l'espèce qui m'intéresse. Donc, plus, moins, et puis les paires. Donc plus, moins, paire. Donc il faut que je dérive cette expression par rapport à n+, n-, etc. Donc ça, c'est un petit peu formel, mais au moins ça va nous donner une base sur laquelle on va pouvoir calculer des choses. Donc on va voir par exemple, c'est facile de montrer que m+-, c'est le gaz parfait. Donc ça c'est la partie
gaz parfait des ions, plus un potentiel chimique qui dépend de la densité. Alors je vais appeler dans ρ+, c'est ρ-, je vais appeler ça ρ1 sur 2. ρ1, c'est la densité de sel, la concentration en sel. C'est ρ+, plus ρ-. Et donc ça dépend de la concentration en sel. Et le nombre de paires dans cette description-là, finalement, c'est assez simple, parce que c'est essentiellement des gaz parfaits, plus un terme, quelque chose d'interne. Donc c'est kT log de ρ, je ne sais plus comment je l'ai noté, de ρ2 peut-être. J'ai noté ρ2. Le nombre de paires sur le volume. Donc ça c'est ρ2, zeta2 sur lambda puissance 6, parce que là, chaque fois, c'est des volumes. Pardon, c'est fois lambda puissance 6. Alors, mais bon, peu importe, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que je vais écrire ça, c'est égal à ça, et donc immédiatement, je vais avoir que ρ2, c'est ρ plus moins, c'est-à-dire ρ1 sur 2, c'est ρ plus plus ρ moins, c'est-à-dire il y avait un 2 ici, donc c'est ça au carré. Il y a le zeta2 qui va apparaître, là ici, associé ici au ρ2, en fait, excusez-moi, c'est ça divisé par ρ2. Et ce terme-là, qui formellement va arriver en 2 bêta mu électrostatique qui dépend de ρ1. Donc, pour avoir le nombre de paires dans un système, il faut savoir quelle est la contribution électrostatique du potentiel chimique. Alors ça, la façon dont Bierrum, Debye, enfin c'était... Là, ce que je suis en train de vous décrire, c'est tous les grands débuts de la description des systèmes ioniques, et qui ne s'est pas fait sans heurts. Enfin, c'était évidemment des avancées, des reculés. Comme d'habitude, je vous montre juste vraiment la méthode telle qu'elle est décrite usuellement. C'est-à-dire on va rentrer vraiment profondément les mains dans le cambouis. Et comment on calcule ce système, ce potentiel chimique électrostatique. Si vous commencez par la fonction de partition, c'est horrible. Et c'est extrêmement compliqué à faire. On peut le faire dans certains cas, notamment le gaz de Coulomb, à 1D, j'ai montré. Le gaz de Coulomb 2D, on peut le faire dans certains cas. Ici, c'est une approximation qui s'appelle dite de Debye-Huckel pour calculer ce potentiel. L'idée, c'est que la variation d'énergie libre dans un système, en fait, ça va être un potentiel, je vais noter ça phi ici, électrostatique fois dQ. Donc, on veut le terme qu'on veut calculer, puis après, évidemment, il y a d'autres termes. Donc, une façon de calculer ce potentiel chimique électrostatique, c'est d'aller calculer le potentiel ici. Et ça, c'est quoi? C'est le potentiel. Si vous prenez un ion donné, par exemple, je prends plus, en fait, autour de cet ion, il va y avoir des ions plus, des ions moins, une certaine distribution. Et ce qu'on veut savoir, c'est quel est le potentiel ici, phi. Alors, excusez-moi, je vais le noter psi parce que je l'ai noté psi après. Quel est le potentiel psi créé par tous les ions, par le nuage sur cet ion-là? Donc ça, c'est l'approche dite de Debye-Huckel. Et la façon de faire, c'est déjà d'écrire quelle est cette distribution ionique. La distribution ionique, en fait, il faut calculer le potentiel et dire que ρ plus moins, c'est la concentration, ρ1 sur 2, exponentielle, moins plus, E phi sur kT. Et en fait, on résout ici l'équation de Poisson avec ça, et en supposant qu'on peut linéariser au premier rang, c'est l'approximation de Debye-Huckel, on va arriver à une équation très simple, que Laplacien de phi, c'est kappa carré phi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de Debye-Huckel sur l'écrantage unique. Donc ça, on l'écrit pour pouvoir calculer le potentiel. En fait, il faut prendre en compte le fait qu'il y a un cœur dur des ions à l'intérieur duquel on ne peut pas traverser. Donc la façon de faire, c'est de dire, on prend un rayon petit a,
et que pour R supérieur à petit a, on a bien une équation de Poisson. Et pour R inférieur à petit a, en fait, les ions ne peuvent plus pénétrer, donc c'est Laplacienne phi égale à 0. Donc ça, c'est ce que j'appelle phi plus grand et phi moins grand. Donc ça, c'est un cas qu'on peut calculer facilement. Je vous donne les solutions ici. Et en supposant qu'il y a une continuité du potentiel et du champ électrique en R égale A. Et ça donne le potentiel, notamment, je vais le noter juste pour R inférieur à R, vous pouvez vérifier que c'est E sur 4pi epsilon R moins quelque chose qui s'écrit K, kappa sur 4pi epsilon 1 plus kappa. Donc ça, c'est vraiment la résolution de ça qui nous donne ce truc-là. Et là, on reconnaît, là, c'est le potentiel, comme si la charge était concentrée au centre, et un potentiel supplémentaire, et ça, c'est le potentiel induit par tout le nuage ionique autour. Donc c'est exactement ce potentiel-là qui m'intéresse. Et donc, une fois que j'ai ça, je peux calculer, dans le cas de cette approximation dite de Bailly-Huckel, je peux calculer qu'est-ce que je veux dire, le potentiel chimique, ou enfin plutôt l'énergie libre électrostatique, qui est l'intégrale sur dq de psi, qui lui-même dépend de q. Et la charge, donc c'est-à-dire, c'est un processus de chargement où on suppose qu'il n'y a aucune charge dans le système, et tout doucement, on monte la charge. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que ça dépend de kappa, et kappa, l'écrantage, c'est proportionnel à E au carré. Et ça, c'est l'écrantage. C'est 8pi E2 sur 4pi epsilon kt fois ρ1 sur 2. Et il y a un E2 ici. Et donc, pardon, ça, c'est kappa au carré, donc c'est racine. Donc ça, c'est proportionnel à la charge. Donc quand on intègre sur la charge, il ne faut pas oublier qu'il y en a de chaque côté. Alors en fait, on fait en général un processus de chargement. On dit que j'intègre sur un paramètre qui varie entre 0 et 1, et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, par exemple, voilà, il suffit d'intégrer ça avec le kappa qui va bien. Alors, vous pouvez, ça à la limite, je vous laisse faire les calculs si vous avez envie, c'est quelque chose de très classique. C'est par exemple, si vous voulez regarder tous les détails, il y a cette revue de Yann Levin il y a quelques années qui était bien faite là-dessus. Et le résultat qui est intéressant, c'est que l'énergie libre par unité de volume, elle s'écrit moins kappa cube sur 12 pi. En gros, ça, c'est la densité d'ion multipliée par kappa, et en gros, kappa qui est 1 sur lambda d. Donc en gros, vous reconnaissez un petit peu le potentiel électrostatique sur une échelle lambda, qui est en 1 sur lambda, fois le nombre d'ions. Et le potentiel chimique de ça, le potentiel chimique électrostatique, c'est d de bêta sur d rho plus, par exemple. Et il faut dériver ça, et donc c'est par rapport à rho. Donc là, ici, j'ai un kappa, pardon, ça c'est en rho puissance 3,5, rho 1 puissance 3,5, puisque j'ai rho 1 fois racine de rho ici, et donc ça c'est en rho puissance 1,5, rho 1 puissance 1,5. Très bien. Et donc, à la fin des fins, vous avez une estimation du nombre de paires dans le système, qui est que le nombre de paires dans le système, en gros, c'est ρ1 au carré exponentielle moins un certain coefficient fois racine de ρ1. D'accord? Parce que cette racine de ρ1, ça vient de ce terme électrostatique ici. Donc, par exemple, si vous tracez, il n'y a rien d'extraordinaire, ça augmente, puis après, ça rediminue. Un peu comme j'ai tracé là, même si l'échelle est un peu écrasée. Donc, OK, des paires, en fait, il y en a très peu dans le système, mais ça a un certain nombre de conséquences. Et je vous en montre juste une première. Alors, ces paires-là, ça a beaucoup
était discuté quand on discutait de la criticalité des systèmes ioniques. C'est les années 90, c'est Michael Fisher et Ian Levin, justement. C'est-à-dire, en fait, un système ionique, des plus et des moins, en fait, c'est un système qui peut présenter une séparation de phase. Et pourquoi ça peut présenter une séparation de phase? On le voit ici. C'est qu'ici, on a un terme dans l'énergie libre qui est déstabilisant. Ça a tendance à augmenter, c'est moins une densité puissance 3,5. Donc ça, c'est un terme, comme Van der Waals, c'est un terme qui dit que les ions sont attractifs et à un moment donné, ils veulent plutôt, à grande densité, former des paquets. Donc on a une transition de phase, système ionique faible densité, système ionique forte densité. Et évidemment, dans les systèmes... Donc là, il y a une description de cette transition de phase qui n'est pas si difficile à faire, qui donne ce diagramme de phase-là, ici, comme ça. En fait, dès qu'on met ce qu'avait discuté notamment Michael Fisher et Ian Levin, c'est que dès qu'on met ces paires de Bierrum qui vont devenir importantes autour d'une certaine densité, à ce moment-là, ça change radicalement la criticalité en fait, de ce système-là. Donc ça, c'était un concept, je ne dis pas que c'est anecdotique, mais ça a un impact justement sur la criticalité, mais ce n'est pas dramatique. Un autre effet qui est amusant sur ces paires, donc là, maintenant, je reviens sur des systèmes où on a plutôt beaucoup de paires, c'est-à-dire des systèmes où donc un électrolyte faible, où la température est inférieure, effective est inférieure à 1. C'est-à-dire que c'est un système où on a plutôt tendance à avoir des paires. Donc, par exemple, là, il y a un certain nombre de systèmes, acide acétique, chloroacétique, enfin, un certain nombre de systèmes comme ça, où c'est des électrolytes faibles. Et alors ça d'ailleurs, j'ai repris ça le manuscrit de thèse de Wolfsteck Kaiser, qui a fait cette thèse avec Peter Holsworth à Lyon. Et son manuscrit contient vraiment une très belle bibliographie sur tous ces effets-là. Et pourquoi ça a intéressé, ces systèmes-là sont intéressants, c'est parce que quand on regarde leur réponse sous champ électrique, ils ont une réponse anormale. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Wien. Et ça, vous allez voir, on va beaucoup parler de l'effet Wien. L'effet Wien, c'est dire que si vous avez un système qui présente beaucoup de paires, comme ça, en solution, si vous mesurez la conductance, donc conductance, c'est vous appliquez un champ électrique et vous mesurez la conductance en fonction du champ électrique. En fait, cet effet Wien, c'est que la conductance dépend du champ électrique, mais de façon assez anormale, puisque la conductance dépend linéairement du champ électrique. C'est un effet, voilà, c'est ça qu'on appelle l'effet Wien. Et alors ça, c'est ce qui se passe vraiment dans les électrolytes faibles. Dans les électrolytes forts, c'est une réponse plus standard. Il y a déjà beaucoup de paires, et là, ça serait un carré dans les électrolytes forts. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier effet Wien, c'est quand il y a un carré. Le deuxième effet Wien, c'est quand c'est puissance 1 ici. Puissance 1 ici, c'est absolument anormal, parce que normalement, si vous supposez que en physique, quand il y a une symétrie avec une variable, par exemple ici, la symétrie, c'est que si je mets le champ E d'un côté et le champ E de l'autre, ça doit être la même conductance. Donc il y a une symétrie E donne moins E. Donc normalement, on se serait attendu à ce que ce terme-là dépende en E au carré. Or ici, il ne dépend pas en E au carré, mais en valeur absolue de E. Et ça c'est absolument anormal. Alors, je vais vous décrire, au moins, je ne vais pas faire du tout les calculs, parce que c'est horrible, mais je vais vous décrire la méthode qu'avait employée Onsager, en fait, pour décrire cet effet Wien. Et c'est vraiment un tour de force, je suis un grand fan de Onsager. Onsager, c'est vraiment un tour de force, la façon dont il a décrit cet effet Wien. Et ça nous sera utile pour la suite. En gros, l'effet Wien, à la base, c'est assez simple, c'est dire, si j'ai une paire ici comme ça et que j'applique un champ électrique, en gros, je vais appliquer une force dans ce sens-là, QE pour l'ion, une force dans ce sens-là, moins QE pour l'ion. Donc on imagine bien qu'à un moment donné, ça va se séparer. Sauf que ça ne se sépare pas de façon très simple. Et donc c'est toute la base de la description de l'effet Wien de Onsager. Donc pour décrire l'effet Wien, Onsager est reparti sur cette idée qu'il y avait un équilibre chimique entre deux ions individuels et une paire. Et donc là, on va faire comme en chimie, c'est-à-dire
on a un certain nombre d'ions libres, F c'est pour free, et ici on a 1 moins NF, et on a une constante de dissociation qui est NF au carré sur 1 moins NF. La question c'est de trouver cette constante de dissociation, et notamment comment cette constante de dissociation dépend du champ électrique, parce que ça se dissocie préférentiellement sous le champ électrique. Alors, donc je vais vous donner juste en gros la ligne de conduite d'Onsager, et on ne va sûrement pas faire les calculs. Mais la ligne est intéressante parce que, en fait, Onsager, il a considéré la fonction de corrélation de paire, qui est par exemple, je prends un ion plus à une certaine distance R d'un ion moins, et donc c'est là où on voit apparaître que c'est une fonction de corrélation, N plus, N moins. Et on veut connaître la dynamique dans le cas général, mais après, ici on va prendre un processus stationnaire de cette fonction-là. Donc ça, c'est une fonction, elle va obéir à une équation de diffusion, c'est un processus de diffusion qui fait que les deux particules veulent s'éloigner. C'est un processus de diffusion en présence d'un champ électrique ou d'un potentiel électrique qui est d'une part le potentiel électrostatique, et si je mets un champ E, bah, je tire les deux charges sous l'effet du champ E. Donc c'est un processus de diffusion en présence d'un potentiel qui est comme ça et qui, en gros, va être... On a une sorte de barrière à passer. En fait, ce n'est pas un passage de barrière classique, l'effet Wien. Et c'est toute la subtilité. Alors, la façon de faire de ça, c'est donc ce qu'a fait Onsager, c'est dire, bon, ok, je me place dans un écart stationnaire, et l'équation de diffusion, c'est un coefficient de diffusion d'une paire, donc c'est D plus D moins, c'est-à-dire que, en gros, comment ils diffusent l'un par rapport à l'autre. Et je vais avoir une diffusion et, d'autre part, une mobilité, c'est-à-dire donc un courant fois bêta phi. Et je mets un D2 en facteur de tout ça. Donc ça, c'est l'équation de Smoluchowski, ce qui est l'équation de diffusion en présence d'un potentiel extérieur. C'est celle que j'ai écrite ici, là. Avec, oui, c'est parce que j'ai mis moins. Donc, la façon dont Onsager a traité ça, c'est assez intéressant. Et c'est là où je ne vais pas du tout rentrer dans le détail. C'est qu'en fait, il sépare le problème en deux. En fait, le problème, naturellement, ici, on voit que c'est un problème où on a une dissociation sur un certain temps et une association sur un certain temps. Donc vous pouvez découper le problème en deux sous-problèmes. Dire j'ai deux charges à l'infini, elles arrivent, elles viennent se coller. Ou j'ai deux charges tout près et je les envoie à l'infini. Et en fait, mathématiquement, ça s'écrit très simplement en disant que on peut séparer cette fonction, donc ça c'est vraiment un problème mathématique, cette fonction elle se sépare en deux sous-problèmes. L'association est telle qu'à l'infini, on part de l'infini où on a une population uniforme et on vient l'assembler. Donc la condition limite à l'infini, c'est que on sépare ces deux n plus 2r fois n moins 2r, c'est dissocié, donc g égale 1. Et la dissociation, c'est que j'ai une paire ici et je l'envoie à l'infini, et donc là, j'ai plus rien à l'infini. Donc c'est 0. Donc j'ai deux problèmes avec deux conditions limites. Et alors là, il se trouve que ce premier problème, c'est très simple. La solution, c'est très simple, c'est g égale constante égale 1. Donc ça, cette partie-là, ça va. La deuxième partie, c'est cette énorme fonction-là. Et alors, c'est là où Onsager, c'est son talent mathématique impressionnant. Et d'ailleurs, dans ce papier-là, en fait, c'est juste une note de bas de page disant on trouve que. Voilà. Et il y a je ne sais pas combien de pages de calcul qui sont uniquement décrites dans sa thèse, qu'on peut retrouver dans ses écrits. Voilà, il y a un gros pavé sur l'ensemble des écrits d'Onsager. Et Onsager, il est connu, il a résolu le problème d'Ising à 2 dimensions. Enfin, il est connu pour ses talents mathématiques absolument incroyables. Mais il a eu le prix Nobel de chimie. Et donc, il a trouvé la solution à cette équation-là, qui est cette fonction affreuse. Et en fait, en faisant ça, comment on s'en sort à la fin? C'est-à-dire qu'on a la solution pour ce G, et une fois qu'on a la solution pour ce G, on calcule le flux. C'est-à-dire combien de particules étaient comme ça et partent à l'infini, combien de particules de l'infini viennent ici comme ça. Et donc comme ça, on arrive à calculer le temps d'association, c'est-à-dire ce temps, je pars des deux et j'associe, et le temps de dissociation. Alors, je note juste le résultat final, et qui est un résultat exact dans le cas de cette approximation-là.
c'est que la constante de dissociation en fonction du champ E sur celle où il n'y a pas de champ, c'est justement cette fonction de Bessel qui dépend, alors ici, je vais sur LE, sur LB, sur LE, et je vais définir les... Et LE, c'est KT, pardon, oui c'est ça, pardon. C'est KT sur QE, la charge, et LB c'est la longueur de Berum. Et il se trouve que ça, quand le champ E est petit, ça devient très grand. Ça, c'est 1 plus LB sur 2LE, c'est-à-dire c'est quelque chose dont c'est 1 plus une constante fois, parce que ça ici c'est la valeur absolue, fois la valeur absolue du champ E. Donc, je n'ai pas du tout montré d'où ça sortait, mais ça permet de montrer justement que comme la constante de dissociation ici dépend du champ E, à ce moment-là, par exemple, si vous supposez que NF est petit devant 1, ben, le NF est en racine de kappa d, et donc ça, c'est un NF0 plus un certain coefficient fois E, et la conductance, c'est le nombre de charges libres. Et donc la conductance elle-même est linéaire en champ E. Et donc, ça veut dire que la variation de conductance, c'est la variation de constante de dissociation, c'est proportionnel à E. Et donc ça permet d'expliquer toutes ces expériences sur ce qu'on appelle le second effet Wien, où à faible champ électrique, on a une linéarité de la conductance dans tous ces systèmes avec le champ E. Donc ça marche extrêmement bien expérimentalement. Alors, d'où ça sort? Pourquoi c'est linéaire en E? Je vous avoue que la première fois où j'ai vu ça, ça m'a posé vraiment un vrai souci. Et une explication de ça, c'est que, et qui vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est-à-dire que c'est une explication simple, mais au moins qui donne l'idée. En gros, l'idée, c'est que ce n'est pas un vrai passage de barrière classique. C'est-à-dire que le système, quand on a par exemple un ion qui arrive et puis après qui veut repartir, si on met un champ E qui est orienté comme ça, en fait, l'état de transition, ça va être un état où on a une charge, je vais plutôt mettre un moins et un plus, c'est plus simple, où on a en fait un dipôle qui s'aligne avec le champ. Et donc l'énergie libre associée, c'est une énergie libre, une constante qu'on ne connaît pas, mais ensuite, ce qui est vraiment important, c'est que on aligne le dipôle et la barrière d'énergie, c'est quand ça va casser quand l'interaction, quand la distance va atteindre LB, parce que pour ça, on a Q sur K psi epsilon LB est égal à KT. Ça veut dire que si je tire plus grand que KT, l'interaction devient plus faible que KT, et donc on perd justement cette paire de Biron. Donc en gros, l'idée, c'est que le mécanisme physique, un peu avec les mains, c'est-à-dire qu'on crée que l'état de transition, c'est un état où on a un dipôle qui s'aligne avec le champ E et on casse le dipôle. Ce n'est pas du tout évident, en fait. Alors, donc ça, une fois qu'on a la barrière d'énergie, on peut calculer la constante de dissociation en disant que la constante de dissociation, c'est en exponentielle delta G sur KT qui dépend de E, et la première correction sera linéaire en E. Alors, tout ça, voilà, ça explique ces expériences. Une expérience récente qui est assez amusante, qui invoque l'effet Wien, c'est un effet vraiment amusant dans le groupe de Geim à Manchester, notamment par Marcello Losada. En fait, ce qu'ils ont fait comme expérience, c'est du transport de protons à travers du graphène. Donc là, si vous vous souvenez, le graphène, c'est des hexagones et moléculaires à l'échelle de l'angstrom. Et ici, ce qu'ils avaient montré dans des expériences précédentes, c'est que le proton pouvait traverser en fait, au centre de ces petits anneaux moléculaires, ce qui est assez insensé, mais bon, c'est comme ça. Donc là, ce qu'ils ont fait comme expérience, c'est une expérience où ils mettent un graphène, une feuille de graphène, donc là qui fait 3 angstroms d'épaisseur, et en fait ce graphène, ils
il gate par rapport à une électrode de référence qui est dans le liquide. Donc ici, là, j'ai de l'eau, et j'ai de l'eau là. Et vous allez voir pourquoi ensuite, ils mettent des petites gouttes de platine au-dessus, ça sera utile après. Ce qui se passe, c'est que, en fait, ce graphène ayant un certain dopage, un certain nombre de charges, il y a un champ électrique ici naturel perpendiculaire qui, d'après la loi de Gauss, le champ électrique normal, c'est sigma sur epsilon. Et sigma, c'est le nombre de charges, donc le dopage, divisé par un epsilon. Epsilon, on ne sait pas trop ce qu'il vaut là, mais voilà, on prend ça comme un paramètre. Et il se trouve que ces champs-là, en fait, ils sont gigantesques, parce que déjà, le dopage est considérable, et puis, bon, d'une façon ou d'une autre, l'épaisseur est très fine. Et donc, ce qui se passe pour l'eau, c'est que l'eau, dans l'environnement ici, elle va se dissocier sous un effet Wien. Donc on sépare le H+, et le OH- sous un effet Wien, et le proton peut passer, mais pas le OH-. Et quand ce proton passe, il vient se recombiner avec un électron qui peut être amené via le graphène, parce que le graphène est conducteur, pour donner du H2. Et donc c'est un mécanisme assez subtil. Et ce qui est amusant, et ça c'est implicite dans cette courbe-là, ils ont calculé la conductivité protonique, c'est-à-dire combien de protons traversent, parce que ça on peut le savoir indirectement par le courant ou par la quantité de H2 qui est créée, en fonction du champ électrique, c'est-à-dire ici le champ électrique, ils l'ont défini par la densité de porteurs du graphène. Et donc, conductivité versus champ, eh ben, cette ligne noire, là, c'est la théorie d'Onsager que je vous ai montrée. Et donc, c'est exactement, d'ailleurs, avec c'est exactement cette formule-là qu'ils ont tracée. La fonction de Bessel divisée par machin truc. Donc, je trouve que c'est un exemple assez remarquable d'une subtilité assez incroyable. Alors, ensuite, je voudrais... donc, là, pour l'instant, je vous ai surtout parlé du graphène 3D, pas trop de transport nanofluidique, à part cette dernière expérience. Évidemment, ce qui m'intéresse, moi, c'est en quoi tout ce que je viens de vous raconter a un sens quelconque dans les systèmes nanofluidiques. Alors, je vais discuter de deux types de systèmes. En fait, d'ailleurs, je vais peut-être même passer le premier. Je vais vous raconter rapidement le premier, puis on passera surtout au cas bidimensionnel, qui est ce qui nous intéresse en ce moment. La semaine dernière, je vous ai beaucoup raconté les histoires d'interaction, etc., notamment le fait qu'à une dimension, lorsque la constante diélectrique à l'intérieur était beaucoup plus grande que la constante diélectrique à l'extérieur, on avait un confinement des interactions qui fait qu'une charge crée un potentiel d'interaction unidimensionnel avec un champ E constant. Et ce champ E constant, il est tel que, si je prends Gauss, c'est Q sur epsilon, c'est-à-dire que le champ E, c'est Q sur 2pi r carré epsilon. Donc ça se casse la figure à grande distance parce que il y a des effets diélectriques qu'on a discuté la semaine dernière, mais peu importe, à courte distance, on a ça. Et là, vous voyez que on peut refaire cette estimation de paire de Birum en considérant qu'une paire va se créer si l'interaction est plus petite ou plus grande que kT. Et donc l'interaction ici, ben, là maintenant à une dimension, c'est le champ électrique fois A, avec le A la taille de la paire. Et je me pose la question, est-ce que ça c'est d'ordre kT ou plus grand ou plus petit que kT? C'est ça la question. Et donc j'ai QA sur 2pi r carré epsilon, plus grand ou plus petit que kT. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure j'avais un effet bulk où la taille du pore n'intervient pas. Ici, ce qu'on voit, c'est que en fait, on va avoir un effet de paire si QA sur 2pi r carré, r carré epsilon est supérieur à kT. Et là, j'ai oublié de
multiplié par la deuxième charge, donc j'ai Q au carré, on va dire. Et donc ça veut dire que le rayon R est inférieur à Q2 sur 2pi epsilon kt fois A. Et donc, c'est avec une racine ici, parce que j'ai un R carré. Donc ça veut dire que, quelle que soit la force des interactions, si le rayon est suffisamment petit, les ions vont interagir fortement. Et donc, on voit apparaître ici l'idée que dans les systèmes à petite dimension, on aura forcément ces phénomènes d'appariement. Et donc, un électrolyte fort peut devenir faible à fort confinement. Et va devenir faible à fort confinement. Donc là, on commence à voir l'interaction. Donc, je pense que je vais passer rapidement là-dessus. En gros, je vais pas vous faire, voilà, parce que j'ai plutôt envie de parler de la deuxième partie. En fait, à une dimension, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, juste pour résumer en gros ce que je vous ai passé. À une dimension, on peut refaire toute la description que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire l'approche de Debye, etc., et puis faire ça à une dimension. En fait, à une dimension, on sait résoudre exactement l'hamiltonien, enfin la fonction de partition. Donc ça, c'est notamment tout le travail de Nikita Kavokin. C'est basé sur des résultats exacts du gaz de Coulomb à une dimension. Et le point essentiel de cette approche, c'est que c'est un effet absolument non champ moyen. C'est-à-dire que l'approche de Debye-Hückel, elle se casserait la figure fortement. Parce que si on met une charge, là ici c'est un système où je mets une charge en surface dans un liquide, donc c'est vraiment ce que j'ai décrit la semaine dernière. Au lieu, si vous avez du champ moyen, c'est-à-dire une approche de Debye, le nombre de charges à l'intérieur qui viennent compenser la charge au centre, ça serait linéaire en la charge de surface. Or ici on voit des steps, ici comme ça. Et un autre résultat qui est absolument non trivial, c'est que par exemple, si vous calculez la pression au sein du système, en interaction forte, vous obtenez ρ sur 2 fois kT. Et ça, ce n'est pas anodin, c'est ρ sur 2, c'est-à-dire que vous avez un nombre de charges, mais il n'y en a que la moitié qui contribue. C'est-à-dire que dans votre calcul de la fonction de partition exacte, apparaît quelque part le fait qu'il y a des paires, et que cette paire, elle se comporte comme une entité toute seule. Et donc, au lieu d'avoir ρ plus ρ moins kT, vous avez ρ plus kT. ρ plus moins kT. Et d'où le ρ sur 2 kT, ce 1,5. Et donc, ça c'est vraiment absolument non trivial. Bon, donc, juste, là, je vais vous montrer ce petit film parce que ça explique bien l'effet Wien, en fait, quelque part. C'est-à-dire que ça, c'est une petite simulation, et dans un cas très simple, où vous voyez, on met une charge ici, qui est une sorte de gating sur la paroi, et là, c'est des ions plus et moins. Donc là, on voit apparaître tout de suite toutes ces paires qui apparaissent ici comme ça. Et d'ailleurs, le transport se fait via ce qu'on appelle un phénomène de type Grotius, c'est-à-dire qu'on a une paire, plus-moins, il y a un moins qui arrive, qui repousse l'autre moins, et ça crée une nouvelle paire. Mais ce qui est surtout important, c'est ce qui se passe près de cette charge fractionnaire. Ici, par exemple, on a mis une charge moins 1,5. Et vous voyez que le système, en permanence, il hésite, en fait. Est-ce qu'il doit, s'il y a moins 1,5, est-ce qu'il faut mettre deux charges qui compensent, de plus, ou est-ce qu'il faut mettre un et une paire? Enfin, vous voyez, c'est un point absolument... le système est vraiment en hésitation. Et les steps que je vous montrais tout à l'heure, ça résulte de cette hésitation du système entre les deux états. Et en fait, il se trouve que une fois qu'on a cette idée en tête, là, ce qu'on a comme ça, c'est par exemple si la charge ici, au lieu d'être moins 1,5, c'est moins 2. À ce moment-là, en gros, on crée deux paires de Bierrum avec la charge de surface, et tout le monde est content. La conductivité, ici, elle va être très faible, parce que c'est très difficile d'arracher ces paires. Par contre, si la charge est fractionnaire, par exemple ici, moins 1,5, en fait, cette paire ici, elle est faiblement accrochée, et si elle est faiblement accrochée, on peut la casser plus facilement. Et ça induit le fait que le courant, en fonction de la charge de surface, il a des pics comme ça. Et ça, c'est une signature qu'on appelle blocage de Coulomb, qui est normalement un phénomène électronique, mais qui là, on voit de façon purement classique. Et ça, c'est un point absolument non trivial, c'est vraiment des effets de type appariement, plus l'effet Wien, que j'ai décrit là. Alors pourquoi ça nous amusait? Alors je ne vais pas du tout décrire ça. Ça nous amuse parce que ça, c'est typiquement le prototype qu'on pourrait imaginer pour créer une pompe. En fait. Et ça a été fait, des pompes électroniques, ça a été fait, en fait, par blocage de Coulomb électronique. L'idée, c'est de mettre deux
jonctions, c'est d'ailleurs ces deux jonctions ici, où on fait varier le potentiel de façon différentielle. Donc en gros, à un moment donné, on va mettre une charge et le système va pouvoir passer, puis après on bloque de l'autre côté, puis après on varie le potentiel dans le premier et on peut laisser ouvert ce canal de conduction ici, et donc cette charge va passer de là à là, puis de là à là. Et ça, c'est ce qu'on a fait, donc c'est plutôt ce qu'a fait Nikita ici dans ce petit calcul et ces simulations. Ben, en fait, on peut mettre plusieurs gates en parallèle les uns des autres, et on voit tout doucement que le courant, en fonction de cette amplitude qui varie, ça fait remonter la charge une par une. Et donc ça, c'est du transport d'ions unique, en fait, comme ça. Donc ça, c'est des prédictions. C'est des prédictions. Est-ce qu'on n'a pas fait d'expérience là-dessus? C'est avis aux amateurs, mais c'est pas des expériences si simples que ça pour faire le gating, en fait. Alors, je vais arriver tout doucement au point qui m'intéresse, c'est à 2D, mais avant de passer au 2D, je voulais rappeler, en fait, il y a montré quelques résultats. En fait, sur le blocage de Coulomb, il y a eu des expériences, mais à 0D. Donc c'est 0D, ce que j'appelle, c'est par exemple ce plan de MOS2 où on a fait un petit trou dedans. Et ça, c'est l'expérience faite dans le labo d'Alexandra Radenovic, où elle a mesuré des conductances en fonction du champ électrique qui ont cette non-linéarité comme ça. Et cette non-linéarité, c'est une forme de signature du blocage de Coulomb, parce qu'en gros, ça ne passe pas et ça ne passe qu'au-dessus d'un champ électrique, ce qui est un peu caractéristique de cet effet de cet Evin, parce qu'il faut couper les charges. Est-ce que c'est vraiment du blocage de Coulomb? Ce n'est pas très clair. L'étudiant en thèse d'Alexandra Radenovic a refait d'autres expériences quand il est revenu en Chine, où il prend ces mêmes systèmes, mais il met de la lumière dessus, et en changeant la lumière, il change la charge de surface. Donc vraiment comme nous, on avait en tête de faire varier la charge de surface pour faire un état conducteur, un état pas conducteur. Honnêtement, il faut avoir un peu les yeux de la foi. C'est-à-dire, effectivement, il y a un courant qui augmente pour certaines caractéristiques de densité de puissance. Est-ce que c'est vraiment un effet de blocage de Coulomb avec la signature du courant quantifié? Je ne sais pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres résultats où c'est quand même moins clair que ça. En tout cas, voilà. Et d'ailleurs, la première question de base, c'est je ne sais pas exactement pourquoi à 0D on a blocage de Coulomb, parce que les paires ne sont pas assez fortement liées. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt ce qui se passe à 2D. En fait, c'était plutôt ça qui m'intéressait dans ce cours aujourd'hui. Alors, 2D, il y a plein de raisons pour lesquelles on s'intéresse à 2 dimensions. 2 dimensions, déjà, c'est toujours une dimension un peu bizarre, un peu intermédiaire. Et j'ai écrit marginal, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais le premier résultat, c'est que si par exemple vous résolvez Laplacien de V égale à 0, vous allez avoir un potentiel qui est en log de la distance. Donc déjà, ça c'est une première particularité, parce qu'au lieu d'avoir un potentiel qui décroît en 1 sur R, il croît indéfiniment en log de la distance. Donc c'est complètement particulier. Il y a des résultats exacts qui existent à 2 dimensions d'ailleurs. Il y a des phénomènes, ce qu'on appelle la condensation de Manning, qui sont importants pour l'ADN, et je vais vous parler rapidement de la Kosterlitz-Thouless juste après. Mais ce qui me paraît le plus important ici, c'est que en fait, 2D, c'est une dimension qu'on peut explorer expérimentalement grâce à ces systèmes de Van der Waals là, qu'on sait fabriquer maintenant. Donc, vous savez, les systèmes de Van der Waals, c'est vraiment prendre du graphène, des flocons de graphène, flocons de graphite, et de faire des assemblages graphène-graphite, et de faire des canaux qui sont typiquement avec une largeur de canal qui est de l'ordre de 100 nanomètres et une épaisseur de canal qui varie entre 3,4 angstrom et des dizaines de nanomètres. Donc on sait faire des systèmes à 2 dimensions expérimentalement. Et il se trouve que quand on fait, alors avec, là je vous montre des résultats qu'on a obtenus dans le laboratoire et en collaboration avec le groupe de Manchester. Donc ça par exemple c'est des systèmes MOS2. Donc
Donc le confinement, c'est des systèmes MOS2, et c'est le courant versus l'amplitude. Et là, vous voyez apparaître, alors je discuterai ensuite des boucles ici, là. Donc on a deux types de systèmes, et par exemple dans ceux-là, vous voyez apparaître exactement ce type de réponse. Donc la question c'est pourquoi on voit apparaître ça dans ces systèmes-là, et quel est le mécanisme. Alors là, je vais vous décrire rapidement pourquoi il y a une pathologie à 2D. En fait, la pathologie à 2D, ça se comprend si on va calculer le nombre de paires. Et donc, là, je vous ai montré la méthodologie tout à l'heure. On suit exactement la même méthodologie. C'est vraiment, on prend un ion, on fait le système de chargement à la Debye, donc un ion, et puis je résous Laplacien de phi égale à 0 pour R inférieur à la taille, Laplacien de phi égale kappa carré phi pour R supérieur à la taille. Simplement, là, je suis à deux dimensions, c'est-à-dire que en dehors du plan, c'est infini, d'une certaine façon. Ou ce qu'on va considérer souvent, c'est qu'on va prendre une épaisseur à 3D de la taille de l'ion. C'est juste pour fixer une taille. Et alors, ce qui est intéressant, alors évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, le potentiel, Laplacien de phi égale à 0, c'est un potentiel en log. Donc forcément, on va avoir des effets en log. Et par exemple, ce qui m'intéresse ici dans le processus de chargement de Bayes-Huckel, c'est de calculer quel est le potentiel induit par le nuage. Donc ça, c'est résoudre ça, et ça donne un psi qui est donné par cette expression ici, qui dépend de... Forcément, c'est des fonctions de Bessel, parce que c'est à deux dimensions, ce qui remplace les exponentielles à trois dimensions. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que ça, en fait, ça se comporte en log, en moins log de kappa. Et ce moins log de kappa, c'est pas, vous voyez, ça se comprend, enfin, si vous faites le développement de ces fonctions Bessel, vous trouvez ça, mais ça se comprend parce que j'ai un log de R, donc la distance caractéristique, c'est la longueur de Debye, donc c'est moins log de kappa. Et donc, une fois que je fais mon processus de chargement, là, c'est-à-dire que là, j'ai le potentiel électrostatique, je calcule l'énergie libre en intégrant V dQ, donc ça, c'est l'approche de Bayes-Huckel, c'est-à-dire j'ai mon potentiel électrostatique ici, qui est dû au nuage, j'intègre, je fais mon processus de chargement proprement, j'ai l'énergie électrostatique, voilà, en fonction de kappa, il suffit d'intégrer cette fonction-là sur la charge, et essentiellement, il y a un terme en log de kappa A. Et en fait, si vous avez l'énergie libre qui est en log de kappa A. Alors, en fait, le préfacteur, si je mets bêta, c'est LB sur A. Attendez, c'est A sur LB, pardon. Et donc, pourquoi je vous donne ces détails-là? Parce que donc, le potentiel électrostatique, le potentiel chimique, c'est D de bêta F sur la densité de charge. Et, alors, j'ai oublié des termes ici, là-dedans, mais bon, pas bon. Et ça, en gros, ce que ça me donne, c'est ce résultat-là. Alors, pourquoi ça c'est intéressant? Parce que je reviens, le nombre de paires. Le nombre de paires, c'est ρ1 au carré sur 4. J'ai le zeta 2 qui est, bon, ce qui vaut, exponentielle de bêta, le mu électrique, qui est ce terme-là. Mais ici, ce mu électrique, c'est lui-même exponentielle, moins 1 sur 2t star, log de kappa A. Et kappa, c'est racine de ρ1, c'est la racine de la concentration en sel. Et donc, en gros, ici, vous avez ρ1 au carré fois ρ1, j'ai oublié mon facteur 2, là, quelque part, ouais, c'est 2 divisé par ça. Voilà, là j'ai un 2, parce que c'est le 2 log de kappa. Et donc, ça fait 1 sur 2t étoile avec un moins, c'est-à-dire ρ1, 2 moins 1 sur 2t étoile. Et donc, si vous regardez la dépendance
du nombre de paires en fonction de la concentration en sel, vous voyez bien que si l'exposant est négatif, vous allez avoir un problème. Parce que quand ρ1 tend vers 0, ça explose complètement. Et ça veut dire que, en fait, toute la description qu'on a faite tombe à l'eau. Et ça veut dire qu'il y a uniquement des paires. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transition de Kosterlitz-Thouless. C'est-à-dire que la transition de Kosterlitz-Thouless, c'est une transition en général métal isolant, ici système des ions séparés, des systèmes d'ions condensés, où on trace la température, donc je vais vous montrer le diagramme de phase, température en fonction de la densité, et en gros ici on a un quart. Et après, bon, il y a toute une description que je n'ai pas faite ici si on va aller à plus haute densité, mais en gros, l'idée, c'est que vraiment, on a une transition de phase ici sur les paires. Le système devient instable. Donc, si j'en reviens à mes expériences, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des signatures quelque part de la présence de ces paires. Et une signature, c'est le transport. Alors, pour être un peu plus crédible dans les expériences, il faut être un peu plus précis sur ce qu'on appelle le système confiné. Parce que là, j'ai pris un vrai système purement bidimensionnel. En pratique, comme on avait décrit la dernière fois, on a en gros de l'eau. Alors ça peut... D'ailleurs, on peut prendre en compte le fait qu'il y a plutôt une matrice de constante diélectrique, anisotrope, epsilon parallèle, epsilon paire, mais ça, on s'en fiche. Ici, ce n'est pas ça le plus important. Mais surtout un milieu confinant avec une constante diélectrique inférieure. Par exemple, MoS2, constante diélectrique bien inférieure à l'eau, qui est de l'ordre de 80, ou en tout cas le long du système. Alors, ça c'est exactement la même description qu'on a faite la semaine dernière pour le cas 1D, mais généralisé au cas 2D. Et ce que vous allez avoir, c'est que le potentiel... ça va s'écrire sous la forme d'une... Alors, la charge, il y a une constante numérique qui vaut 1 à peu près, enfin, c'est 1,1, on ne va pas s'embêter. Et 2π fois la constante diélectrique. Et là, on peut la décrire par R sur R plus xi, où xi, c'est justement, une nouvelle fois, cette longueur de fuite électrostatique, qui dit que à courte distance, on a vraiment du potentiel coulombien log de R, et à grande distance, en fait, le système redevient tridimensionnel, et on commence à dire les lignes de champ électrique partent dans le système. Donc ce xi, en fait, il est... dans la plupart, ce xi, c'est 14 nanomètres, typiquement dans les conditions qui vont m'intéresser. On peut le calculer de façon autocohérente, et ça dépend du confinement. Bon, on va pas... c'est proportionnel au confinement, mais il faut un préfacteur. Donc en général, finalement, ce n'est pas une mauvaise approximation de dire que xi était très très grand dans nos systèmes expérimentaux. Mais ce qui est intéressant, une nouvelle fois, c'est que on a une température effective qui dépend maintenant du confinement, mais alors de façon un peu donc sur epsilon h. Donc là, ça dépend du confinement et donc de façon peu importe. Alors, ces ions en 2D, donc par exemple, ça c'était vraiment tout le travail de Paul Robin durant sa thèse. D'une part, avec ce nouveau potentiel, on peut refaire la transition de Kosterlitz-Thouless. Et en fait, ça donne un diagramme de phase de ce type-là. Donc, diagramme de phase qui dit que dans ces systèmes-là, on passe d'un système où finalement on n'a que des paires, à un système non apparié. Et que ça, c'est vraiment l'équivalent de la transition Kosterlitz-Thouless, sauf que à cause de cet écrantage diélectrique, au lieu d'avoir une droite à 0,25, on perd un petit peu à faible concentration. À faible concentration, l'entropie regagne, en fait.
Alors, mais la vraie question, maintenant, c'est la réaction en champ électrique. Alors, la réaction en champ électrique, c'est ça qui est ce qui va m'intéresser. Et par exemple, ça, c'est des résultats de simulation numérique qu'a fait Paul, mais que fait maintenant Damien Toker. Et dans ces systèmes-là, donc un système à 2 dimensions, on met des ions qui forment des paires et on trace le courant en fonction de eux. Ce qu'on trouve, c'est non pas une loi linéaire, mais une loi très fortement non linéaire. Et cette loi très fortement non linéaire, donc vous voyez, ce n'est pas l'effet Wien tel qu'on l'a à 3 dimensions, où la conductance augmente linéairement avec le champ électrique. Là, c'est beaucoup plus fort comme effet. C'est plutôt que le courant, et ce qu'on va voir tout de suite, c'est que c'est une loi de puissance par rapport au champ électrique. Donc, dans l'effet Wien, en gros, c'était 1 plus 1, parce que c'était... la conductance était linéaire en champ électrique. Ici, maintenant, c'est une loi de puissance qui écrase complètement le courant électrique. Donc, en fait, il se trouve que l'effet Wien à 2D, ça n'a pas été fait. Et parce que peut-être qu'il n'y avait pas l'opportunité, mais nous, dans notre cas, c'est une dimension expérimentale. Donc, ça, c'était vraiment tout le travail de Paul, d'avoir repris la description d'Onsager, mais à 2 dimensions. Alors refaire Onsager à 2 dimensions, c'est pas piquer des hannetons. Donc, mais heureusement, Paul est très malin, donc il a trouvé des astuces pour sortir des résultats, même si on ne savait pas calculer grand-chose. Et donc l'approche, c'est celle que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on a une paire maintenant à 2 dimensions qui interagit par un potentiel d'interaction qui est en log de... Alors j'ai noté R sur Xi, j'ai supposé que Xi est grand là, pour simplifier, avec une température effective et un champ électrique extérieur. Et ça, le champ électrique extérieur, il apparaît dans une longueur caractéristique inversement proportionnelle au champ électrique. Donc, c'est vraiment en gros comment une paire se crée ou se dissocie. Donc ça, c'est vraiment l'approche d'Onsager. Donc, les étapes, c'est les mêmes. On écrit l'équation de diffusion pour la fonction de corrélation de paires. Et cette équation de diffusion stationnaire, c'est 0 égale à div de G plus G fois gradient du potentiel. Donc ça, ce que j'ai dit, ça c'est bêta fois le potentiel d'interaction, présence du champ. Et il faut résoudre cette équation-là en disant qu'il y a 2 contributions, une contribution d'association et une contribution de dissociation. Et comme dans le cas 3D, déjà, la contribution d'association, pour les mêmes raisons que le cas 3D, c'est une constante uniforme. Donc ça, c'est toujours facile, l'association. La difficulté, c'est la dissociation. Et alors, la dissociation, donc c'est vraiment les résultats de Paul Robin. C'est pas possible de calculer analytiquement la solution de cette équation-là. Enfin, en tout cas, on n'a pas de résultat exact. Par contre, on peut faire des lois d'échelle. Et les lois d'échelle, c'est de dire qu'en gros, si on est à l'équilibre, en fait, à l'équilibre, le G, c'est en exponentielle moins bêta phi. Et donc, ça, exponentielle moins bêta phi, c'est exponentielle moins ce terme-là, c'est-à-dire 1 sur t log de R sur xi moins R cos θ sur LE. Et donc, en gros, ça, c'est un point de départ. Et notamment, si on dit que la seule une longueur caractéristique qui va gérer le problème, c'est LE, on peut chercher une solution qui est une solution en R sur LE fois un préfacteur, et ce préfacteur par dimension lié, et qu'on va récupérer notamment par la solution d'équilibre ici, donc notamment ce terme-là, ici. Ce terme-là, c'est forcément LE puissance moins 1 sur T étoile. Et ça, c'est parce qu'on a un log de LE ici qui apparaît, et donc c'est ça qui va donner le préfacteur pour rattraper la solution d'équilibre à petit r.
Donc on cherche une solution comme ça, et voilà, de ça on peut en déduire le taux d'association, et donc une sorte de solution d'échelle de cette équation-là. En gros, à la fin des fins, ce que vous obtenez, et je ne vais pas détailler le calcul, c'est que vous avez donc le temps d'association et le temps de dissociation, et le temps de dissociation qui est lié, qui est l'inverse du flux de G, parce qu'en gros, le temps, c'est combien de particules vont passer par unité de surface, par temps à travers une surface. Et donc ça, c'est l'inverse du flux de ce G. Et ça va être en 1 sur LE puissance 1 sur T étoile. Et à la fin des fins, donc on a la constante de dissociation qui dépend de E, c'est τA sur τD. Donc c'est en LE puissance 1 sur τ étoile. Ce qui permet de dire que le nombre de particules libres, c'est la racine de la constante d'association, et c'est en LE 1 sur 2 T étoile. Avec il y a un moins ici, donc là, il y a un moins ici. Donc ça, c'est en 1 sur 2 T étoile. Et donc ça veut dire que la conductance du système, qui est proportionnelle au nombre d'ions libres, varie comme E puissance 1 sur 2 T étoile. Et donc, ça permet de dire qu'effectivement, on a un effet horriblement non linéaire dont l'exposant dépend de la température, et donc de savoir si on est dans un couplage fort du système ou pas. Alors, alors, moi, je vais peut-être passer ça. Ça marche très bien pour des couplages forts mais pas si forts, enfin intermédiaires, c'est-à-dire des températures faibles mais pas trop faibles. Et ça, par exemple, ça c'est les résultats obtenus par Damien. Sur le courant versus le courant électrique, on voit que c'est très écrasé, puis après ça augmente. Et en fait, il reste une petite contribution du G0, c'est-à-dire qu'il reste quelques paires libres, naturellement à l'équilibre, mais la contribution ici, gigantesque, c'est celle du terme non linéaire. À très faible température, c'est encore beaucoup plus écrasé. C'est-à-dire que l'exposant ici, il devient plus petit, et en fait, c'est très bien décrit par un exposant 1 sur 4T, c'est-à-dire divisé par 2. Alors ça, c'était une anomalie, et donc vous voyez, ça c'est vraiment les résultats de simulation, ça marche extrêmement bien. L'idée ici, c'est qu'il y a dans ces situations-là, les paires, au lieu de se casser sous champ électrique, en fait, elles s'agglomèrent plutôt. C'est-à-dire qu'au lieu de casser chacune des paires, elles viennent s'agglomérer les unes avec les autres sous forme de polyélectrolytes, qui se trouvent être, et là, ces polyélectrolytes sont conducteurs, parce que les charges peuvent bouger à l'intérieur. Alors, on peut décrire, et quand il y a des polyélectrolytes, l'exposant passe de 1,5 à 1 sur 4. Et donc ça, c'est un résultat qui n'est pas du tout évident. L'origine, en gros, c'est de... Donc ça, je ne vais peut-être pas le discuter en détail, mais l'idée, c'est que, en fait, l'effet Wien ne joue que sur une dimension. C'est-à-dire que finalement, il y a la dimension perpendiculaire au polyélectrolyte qui ne peut pas se casser, et il y a une seule dimension, par exemple, ici, suivant X, suivant l'alignement du champ, qui va pouvoir subir l'effet Wien. Et donc, d'une certaine façon, une dimension par rapport à deux dimensions, on divise par deux. Enfin bon, je vais pas, honnêtement, c'est un raccourci un peu abrupt, mais ça marche bien. Mais surtout que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, à ce stade-là, de dire qu'on a surtout une réponse très non linéaire. Et ça, c'était vraiment le point clé, parce que si vous vous souvenez, au début, moi, je cherche vraiment ces réponses non linéaires dans les systèmes. Et en plus, dès qu'il y a des réponses non linéaires comme ça, il y a des temps de relaxation très lents. Et ça, et dire qu'il y a des temps de relaxation lents, ça veut dire que si vous faites ça, par exemple, c'est une caractéristique courant-tension dans un système où vous allez très lentement. Vous mettez le champ E stationnaire, vous attendez très longtemps, vous mesurez le courant E. Si vous faites ça maintenant avec un certain voltage qui dépend du temps, à une certaine fréquence, ben forcément, il va y avoir une sorte d'effet mémoire. En fait, il se trouve que sur ces systèmes,
on voit apparaître des boucles ici comme ça. En fait, ces boucles-là, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est ce qu'on appelle un memory store. Un memory store, c'est un conducteur, une résistance avec mémoire. Et donc là, par exemple, je vous montre, ça c'est le résultat des simulations à 2 dimensions, on voit apparaître ces memory stores. Et leur caractéristique, vous voyez ici, c'est que le courant versus la tension à certaines fréquences, c'est des sortes d'ailes de papillon avec un pinch au milieu. C'est-à-dire que ce n'est pas un effet capacitif du tout, il ne faut pas confondre avec les courbes de Lissajous. C'est vraiment, et ça veut dire qu'il y a, ici dans le système, il y a vraiment 2 états de conduction ici, un état faiblement conducteur, un état fortement conducteur. Et ça, si vous reprenez les résultats à 2 dimensions, c'est exactement ce qu'on voit dans les systèmes de MOS2. Dans le système de MOS2, il y a vraiment cette apparition d'une boucle qui est pinchée en 0, et avec ici, donc ça c'est un voltage qui dépend du temps, qui pinch ici aussi. Il se trouve que ça c'était obtenu pour des systèmes ce qu'on appelle pristines, c'est-à-dire des systèmes à base de MOS2 avec des cristaux parfaits. Dans le labo, on regarde aussi des systèmes qui sont activés, je vous en ai parlé rapidement. C'est des systèmes où on grave sous faisceau électronique le graphite, c'est très chargé. Et dans le cas des très chargés, on a aussi ça c'est le résultat d'expérience fait par Théo Emmerich. On voit aussi apparaître des 8, donc des pinch aussi, mais non pas écrasés comme ça. Ici, là, on a une réponse un petit peu différente. Et donc on a fait 2 types de memory store très différents. Ici, c'est clairement un effet Wien avec des paires. Ici, c'est en fait plutôt, je dirais pour simplifier, c'est une sorte d'effet Wien avec la paroi, que je ne vais pas décrire ici. Pourquoi c'est intéressant, et vraiment dans les 5 minutes qui restent, là, je vais vous décrire ça. C'est que le memory store, c'est vraiment l'élément de base de ce qu'on pourrait appeler l'iontronique. L'iontronique, c'est faire l'électronique à partir des ions. Et il y a le memory store, c'est un composant électronique qui a été exploré exhaustivement. Il y a toute une littérature neuromorphique qui regarde ça en électronique. Vous voyez, par exemple, ça c'est tous des résultats récents un peu dans différents groupes. Ça, c'est tous des résultats électroniques. C'est-à-dire qu'ils prennent des systèmes matière condensée, des semi-conducteurs, etc. Et d'une façon ou d'une autre, ils se débrouillent pour que la résistance dépende d'un paramètre extérieur, etc. Donc, ici, nous, on fait ça avec des ions. Et pourquoi, pour revenir à la biologie, pourquoi c'est intéressant d'avoir ces memory stores? En fait, ces memory stores, c'est l'élément de base dans toute la description de Hodgkin et Huxley des neurones. Et donc, vous savez que les neurones, le point de base, c'est qu'ils ont ces potentiels d'action. Donc ça, c'est, par exemple, ce qu'on peut trouver sur Wikipédia. Hein, et c'est un cas typique où un neurone est capable de spiker, c'est-à-dire faire des pics périodiques en fonction de l'excitation qu'il reçoit. Et en fait, pour retrouver ces pics, ce qu'avait fait Hodgkin et Huxley, c'est de dire, en fait, on doit décrire la membrane des neurones en introduisant justement des canaux avec de la mémoire. Et ces canaux avec de la mémoire, dans leur esprit, c'est de dire que le courant versus voltage dépendait d'un certain nombre d'une certaine variable interne qui elle-même pouvait dépendre du temps. Et si vous regardez ça, nous, c'est exactement ce qu'on a décrit là, avec n le nombre de particules libres, d'ions libres, en fait, cassés sous les paires. Et donc, en fait, il se trouve que le modèle de Hodgkin-Huxley s'apparente très fortement à ce modèle de paires que je viens de décrire ici exhaustivement. Alors, donc ça suggère, par exemple, si on met 2 memory stores ensemble, on devrait avoir ça. Donc ça, par exemple, en simulation, c'est ce qu'a fait Paul. Donc 2 memory stores, c'est 2 systèmes bidimensionnels qui se parlent l'un à l'autre, avec des concentrations éventuellement différentes. Et quand on met ces 2 memory stores ensemble, effectivement, ça spike tout seul. Donc c'est un système instable et ça forme des spikes de façon autonome. Donc ça, sauf qu'ici, il n'y a pas de biologie, c'est vraiment des systèmes bidimensionnels et que des ions qui sont en interaction logarithmique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans les expériences, on voit ces memory stores. Donc il y a ces 2 types. Et là, je vais discuter plutôt du deuxième type qui n'est pas issu vraiment des paires de l'appariement de paires, mais qui est plutôt un appariement sur les surfaces. Bon, moi, je vais passer ce détail-là. Ce qui est intéressant
avec ces systèmes-là, c'est qu'on a vraiment deux états de conduction. Et ça, on le voit par exemple, ça c'est la pente, en fait, ça c'est I de V, et ça c'est la pente. Donc on a un état faiblement conducteur, par exemple ici c'est cette partie-là, et un état fortement conducteur. Et c'est pour ça que les memory stores sont extrêmement intéressants dans le calcul neuromorphique, parce qu'on a à l'endroit, sur le memory store, vous avez encodé de l'information, 0 ou 1, faiblement conducteur, fortement conducteur, et donc vous encodez l'information là où vous faites un calcul éventuellement. Or, dans la géométrie des ordinateurs, usuellement, on sépare l'endroit où on fait des calculs de l'endroit où on stocke la mémoire. Ça, c'est la structure de Von-Neumann. Dans les systèmes neuromorphiques, et c'est pour ça que ça conduit, il y a une énorme littérature là-dessus actuellement, tout est encodé au même endroit. Donc c'est une façon complètement différente d'imaginer un calculateur. Et c'est comme ça que fait le cerveau. Donc là, on n'en est pas au niveau du calculateur, mais par contre, on peut faire quelque chose élémentaire. Par exemple, les choses élémentaires qu'on peut faire, c'est ce qui se passe plutôt dans les synapses, ou en tout cas, c'est des formes d'apprentissage. Donc, parce que dans un memory store, finalement, si vous voulez passer d'un état faiblement conducteur à un état fortement conducteur, en gros, l'idée, c'est de faire un fort pic, vous voyez, à 1 volt, autour de 1 volt, et après, si vous appliquez un fort pic, vous allez basculer sur la pente de haute conduction, par exemple. Si vous mettez un fort pic négatif, vous allez passer de là vers la bande ici. Alors que si vous restez ici autour, ben finalement, vous allez rester le long d'une branche, simplement. Et donc, on peut imaginer de faire ça. C'est-à-dire, dans un système, on applique un pic, puis après, on lit. Et donc, en fait, dans ces systèmes-là, on peut appliquer ça un pic une fois, puis après un deuxième pic un petit peu plus tard. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qu'on mesure ici, c'est que la conductance du système varie en fonction du nombre de pics qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire qu'elle stocke la mémoire du nombre de pics. Donc ça, c'est un premier apprentissage ultra élémentaire, c'est-à-dire qu'elle garde l'information de ce qu'on lui a donné. Elle stocke la mémoire. En fait. Donc ça, c'est voilà, le processus d'écriture et là d'effacement quand on fait un -1, etc. Ce qui est plus intéressant, c'est le côté synapse. Le côté synapse, c'est lié au renforcement ou l'affaiblissement. C'est-à-dire que vous voyez, tout le principe de l'apprentissage, c'est il y a une flamme, je mets la main, la première fois, je me brûle, et la fois suivante, j'ai appris du fait que je me suis brûlé. Donc l'idée, c'est que, en gros, si j'ai une causalité, feu égale brûlure, il faut que, quelque part, je stocke ce processus, de dire que si j'ai le même processus qui arrive, tout de suite, il faut que ma réponse soit plus grande. Donc le renforcement, c'est dire que je renforce la réponse quand il y a une vraie corrélation A donne B. Feu égale brûlure. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Brûlure n'est pas égale à feu. Enfin, et donc, il faut affaiblir le système inverse. Dans les neurones, alors je suis désolé, c'est tout petit, c'est ce processus de renforcement, c'est dans les signaux électriques aux synapses qui relient deux neurones. Et ça, cette caractéristique-là, que, en gros, si je dis la conductance d'une certaine façon, en fonction de la différence de temps entre deux pulses, c'est-à-dire la cause A et le B, en gros, si là j'ai bien A donne B à temps très court, c'est-à-dire que c'est très corrélé, la réponse doit être très forte. Si par contre, si j'ai B donne A à temps très court, la réponse doit être très négative, parce que je n'ai pas de corrélation, c'est dans le sens inverse. Donc en fait, la caractéristique d'un neurone, et ça par exemple, ça c'est des vraies données, là, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire renforcement et affaiblissement de l'autre côté. Et en fait, il se trouve que ces systèmes, donc ça c'est des vraies mesures à base des systèmes 2D que je vous ai montrés tout à l'heure, ont exactement cette caractéristique-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle la règle de Hebb. Hebb, c'est à explorer, ça fait un peu suite aux travaux de Pavlov sur les chiens. Vous voyez, tous ces travaux sur le fait que le chien voit la nourriture et commence à baver. C'est la même chose pour les neurones, avec le renforcement ou la diminution suivant la corrélation. Et donc cette règle de Hebb qui dit que deux neurones qui fire together, wire together, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont corrélés l'un à l'autre, à ce moment-là, ils se renforcent, en gros, ça veut dire. Et donc ces petits memory stores, là, avec cet effet Wien, etc., ils ont effectivement cette propriété-là.
Donc ça, c'est remarquable, on ne comprend pas tout, mais au moins, c'est là où on en est actuellement. Et la suite, c'est évidemment de faire des systèmes. Donc ça, c'est des systèmes qui sont faits en électronique. Il faudrait faire la même chose, et ça, c'est Simon qui est censé le faire, là. Mais à part ça, il n'a pas de pression. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui, et peut-être juste, je vais m'intéresser sur le cours. Vous pourrez poser des questions, enfin on pourra discuter après si ça vous intéresse. Mais avant de finir, je voudrais juste introduire la personne qui va venir faire le séminaire juste après, donc Miguel Aubuy, qui est là. Et donc ça va être un séminaire un peu spécial, parce que Miguel a eu plusieurs vies, et une des vies, c'était d'avoir fait une thèse ici, au Collège de France, dans le laboratoire de Gênes. Puis il est rentré au CEA en physique théorique, on a beaucoup travaillé ensemble il y a une vingtaine d'années. Et après, Miguel est parti sur un sujet, il a énormément réfléchi au processus d'innovation, en fait. Il a exploré toute une voie, il a écrit un certain nombre de livres qui sont remarquables, et je vous les conseille. J'en ai mis quelques-uns là-haut. Et en fait, ici, comme la chaire, c'est une chaire recherche et innovation, et ça me paraissait important d'avoir un point de vue, justement, une réflexion plus profonde sur le processus même d'innovation et de créativité, et au-delà d'une approche purement scientifique. Et c'est pas exactement ce que je veux dire, puisque tu vas faire une approche qui est également scientifique, mais pour montrer justement comment le processus d'innovation prend sa source dans une forme de science. Et donc c'est ça que j'ai vraiment un très grand plaisir à accueillir. Donc Miguel va parler juste après, on va prendre juste 10 minutes de pause et on écoutera le séminaire de Miguel après. Merci beaucoup.